Bonjour. Donc, je prends la suite. Donc, on s'est interrogé sur la notion de complot. Je ne sais plus très bien comment on a choisi ce titre-là, mais bon, une fois qu'on l'avait choisi, il a bien fallu trouver des choses à dire dessus, le grand complot. Donc, mais c'était finalement, ça a été l'occasion de réfléchir pour moi, pour nous deux, sur cette notion qui finalement mérite quand même qu'on la regarde, qu'on l'examine un peu de tous les côtés et qu'on évite certains pièges, parce que finalement, comme beaucoup de mots, c'est un mot piège, c'est un mot qui est forgé et qui est utilisé pour piéger des gens. Donc face à ce piège, le piège, c'est-à-dire une cage, hein, on veut enfermer certaines personnes dans la cage complotiste avec une étiquette et puis les décrédibiliser de cette manière. En tout cas, c'est comme ça que cette notion est utilisée actuellement. Donc on peut prendre un peu de recul, essayer de réfléchir. Damien l'a fait, je vais apporter ma contribution. Donc au niveau stratégique, je me suis par exemple posé la question, est-ce qu'il vaut mieux se dire complotiste? Est-ce que moi, Laurent Guyeno, si on me demande mais vous êtes complotiste, est-ce qu'il vaut mieux que je dise oui? Non, ça dépend. Donc là, il y a une notion de stratégie, puisqu'on joue sur les mots sont... Alors on peut dire mais non, bien sûr que non, je suis pas complotiste, mais finalement ça fait un peu misérable quand même de se mettre sur la défensive, hein, puisque c'est le but. Donc on peut dire, alors on peut jouer sur les mots, on peut dire non, je suis pas complotiste, je suis conspirationniste. Alors là, on peut peut-être déstabiliser un peu les gens, je sais pas. Enfin, c'est une manière on peut essayer de trouver des esquives comme ça. Ou alors on peut dire, bah évidemment, je suis complotiste. Et toi, t'es pas complotiste? Tu crois qu'Oswald a tué Kennedy? Alors, on peut essayer de montrer aux gens que c'est une évidence aujourd'hui d'être complotiste, si on entend par là admettre l'existence de complots. Hein, c'est pour ça que dans mon livre, je disais, bon, si on fait de l'histoire profonde, c'est une histoire nécessairement complotiste ou conspirationniste, forcément, sinon on est à la surface des choses. L'histoire ne se fait que par des complots, tous les coups d'État sont le résultat d'un complot. Je veux dire, si on entend par complot un pacte secret, un mensonge, ça arrive tous les jours. Donc je pense qu'il est plus intéressant de prendre cette position-là. Et même qu'on peut même pousser plus loin et dire que finalement, depuis qu'il y a des élites dans l'histoire, depuis qu'on a créé des systèmes sociaux avec une élite, depuis qu'il y a des élites, tout n'est que complot. L'élite gouverne par le complot, c'est-à-dire l'élite gouverne pour maintenir sa position et doit nécessairement, ça va de soi, cacher des choses, mentir, s'entendre discrètement, en secret, etc. Voilà. Donc je pense que alors c'est ce que les anticomplotistes vont dénoncer comme le style paranoïaque de la politique. C'est un livre célèbre, souvent cité par les anticomplotistes, je ne sais plus de qui, mais le style paranoïaque en politique, cette manière de voir la politique comme s'il y avait toujours quelque chose derrière qui était caché. Bon, mais c'est pas de la paranoïa, c'est tout simplement une manière d'approfondir, d'avoir un esprit critique. Bon, voilà. Donc je pense que il ne faut pas se laisser piéger par cette notion. Et finalement, je fais l'effort aussi d'aller lire un peu la littérature anticomplotiste et on va dire le gourou, enfin le gourou, c'est lui faire un peu trop d'honneur, on va dire l'anticomplotiste de service, c'est Pierre-Andier Taguieff, qui est à la fois le spécialiste de l'anticomplotisme, de l'antisémitisme, donc de l'anticomplotisme, du complotisme antisémite, et évidemment de l'antisémitisme complotiste. Enfin bref, tout ça, c'est évidemment le but étant de lier tout ça. Donc j'ai lu sa prose et finalement, bon, c'est plein de banalités, mais c'est pas inintéressant de partir de ces analyses pour réfléchir à ces notions. Par exemple, Taguieff va expliquer que dans la pensée complotiste, il y a deux types de complots. Il y a les petits complots et les grands complots. Ou alors les complots et les méga-complots. Les complots, c'est ponctuel, il y a un événement, en général, il y a un niveau national, c'est local, et souvent, alors pour lui, ce sont des complots imaginaires, mais souvent, c'est le gouvernement d'un pays, l'État qui complote, qui cache, qui ment à la population. Et puis il y a les méga-complots qui sont liés souvent à des entités supranationales. Alors des entités supranationales, il y en a un certain nombre, elles sont en nombre limité, mais bon... alors on retrouve toujours les mêmes, les jésuites, l'Église catholique, parce qu'il y a un complotisme anticatholique, on pourrait dire, qu'on retrouve dans la littérature de Dan Brown. C'est une littérature complotiste. Je l'ai pas lu, mais enfin, il me semble en avoir suffisamment entendu parler pour
Pour ça, il y a les francs-maçons, il y a les communistes, et puis il y a les juifs. Hein. Tout ça, ça fait partie des complotismes, les grands complots, hein, dans la pensée, selon Taguieff, la pensée complotiste qu'il condamne, évidemment. Mais en réalité, c'est pas une mauvaise typologie. C'est vrai qu'il y a un peu ces deux notions. Hein. Quand on s'intéresse au complot, on peut distinguer ces deux notions. À chaque fois qu'il y a un événement ponctuel, on essaye de comprendre la part de vérité, la part de mensonge, la manipulation, etc. Et puis, on réfléchit par ailleurs sur le long terme. Hein, dans l'histoire, il y a des choses qui se passent qui pourraient éventuellement faire intervenir des méga complots, c'est-à-dire des entités supranationales qui sont douées d'une capacité de durée, hein, de se transmettre par initiation, par tout ça. Donc, il y a ces méga complots qui sont... qu'on peut distinguer, et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire du lien, finalement. Ma conclusion, finalement, au bout de cette réflexion, c'est de me dire, au fond, il vaut mieux, au fond, dire non, je suis ni complotiste, ni anticomplotiste, hein, et d'essayer de sortir de ce débat idiot par le haut, c'est-à-dire d'essayer de trouver de dire non, moi j'essaye de trouver une vision qui permet de comprendre l'histoire. Et je pense qu'on sort de ce... on va dire du petit complotisme et de l'anticomplotisme en essayant de prendre une vision géostratégique de l'histoire. Hein, finalement, il me semble que la géostratégie ou la géopolitique, mais la géostratégie, c'est plus la lutte. Hein, on est quand on parle de géostratégie, on est plus dans un contexte de guerre. Je pense que c'est une clé pour essayer pour avoir la vision qui permet de pénétrer tout ça. Ouais. Et d'avoir aussi une vision historique, hein, donc d'essayer de travailler en tant qu'historien. Il faut quand même se donner la peine d'étudier l'histoire pour voir les constantes, les invariants. Hein. Et en géostratégie, il y a aussi des invariants, parce que la Terre, elle ne change pas tellement, donc la géographie crée des invariants nécessairement. Hein. Il y a des choses qui reviennent périodiquement, simplement par le simple fait de la géographie. Hein. Il y a l'Europe, il y a le Moyen-Orient, voilà, tout ça. Donc finalement, ce qui me paraît intéressant de creuser comme notion, c'est la notion de projet. C'est-à-dire qu'il y a des projets. Dans l'histoire, il y a des projets qui sont des projets supranationaux qui existent depuis très longtemps, qui ont une certaine durée. Donc ces projets, ils sont en nombre limité. Et il n'y en a pas qu'un seul. Hein, il y en a plusieurs. Pourquoi il n'y en aurait qu'un seul? Après tout, il n'y a pas de raison. Hein. Des tas de gens, d'élites, de réseaux qui ont des projets, des visions, des choses à accomplir sur le long terme, hein, c'est-à-dire sur des choses qui prennent parfois plusieurs générations. Donc il est important d'essayer de comprendre, d'identifier ces projets. Ces projets ne sont pas identiques tous entre eux, mais ils peuvent éventuellement se conjuguer. Parfois ils s'entrechoquent, parfois ils se combattent. Donc on verra qu'à certaines périodes, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se combattre, mais parfois s'associer ou se combiner. Parfois ils se combinent tellement qu'on a du mal à les distinguer. Et quand ils se combinent tous ensemble, parfois on a l'impression qu'il n'y en a plus qu'un de projet. On va peut-être lui donner le nom de Nouvel Ordre Mondial. Si vous voulez, quand on parle de Nouvel Ordre Mondial, c'est parce dans notre imaginaire, on aurait envie qu'il n'y ait qu'un complot ou qu'un grand projet, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et en plus, quand on parle de Nouvel Ordre Mondial, souvent on a à l'esprit la dimension économique en priorité. Mais je pense qu'au fond, il me semble que l'économie, ce n'est pas ça qui est le plus fondamental. Hein. Tout le monde connaît une citation de François Mitterrand qui disait « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. » Donc là, François Mitterrand, si la citation était authentique, parce qu'elle a été rapportée par un journaliste, je ne sais pas si elle est vraiment... Mais enfin, admettons qu'elle est authentique. Mitterrand parlait ici d'une situation où, en fait, en théorie, on n'est pas en guerre avec l'Amérique. Donc, au niveau superficiel de la diplomatie, on n'est pas en guerre avec l'Amérique, mais il y a quelque chose qui se passe à un niveau profond. Et il y a un projet américain qu'il faut identifier. Éventuellement pour que l'Europe, dont l'Europe est la cible. Hein.
Alors ce projet américain, c'en est un. Il est effectivement probablement surtout économique. Et c'est de l'économie que parlait Mitterrand dans cette citation, je crois. Il parlait surtout de guerre économique. Mais il y a d'autres projets qui n'ont pas une dimension essentiellement économique, qui ont une dimension géostratégique. Il me semble que la géostratégie est plus importante que l'économie. D'ailleurs, au fond, l'économie elle-même, il n'y a pas si longtemps, était encore liée aux ressources minières, aux métaux. Il n'y a pas si longtemps, il fallait accumuler de l'or pour avoir un pouvoir économique. Donc l'économie lui-même est liée au concret, est liée aux ressources, et elle y revient, et elle l'est encore avec le pétrole. Donc l'économique lui-même n'est pas, il est purement virtuel. Et les projets qui travaillent l'histoire de manière sur le très long terme ne sont pas prioritairement économiques. D'accord ? Donc ce ne sont pas les gens qui cherchent simplement à accumuler de l'argent qui sont les maîtres de ces projets, à mon avis. Si on parle de l'Europe, par exemple, l'Europe n'a pas de projet particulier. Il n'y en a plus. Enfin, on ne connaît pas d'élite qui a un projet particulier. Par contre, l'Europe est l'enjeu de deux projets opposés pour l'instant, enfin probablement plus, mais au moins l'atlantisme, un projet, on va dire, de colonisation par l'Amérique. Et puis, on a un projet qui serait intéressant quand même de creuser, et que j'ai découvert grâce à ER d'ailleurs, qui est l'eurasisme. Donc, une vision développée portée en particulier par Alexandre Douguine, qui pense que l'avenir de l'Europe est de s'allier à la Russie, de se mettre du côté de la Russie. Ça me paraît effectivement un projet qu'il faudrait, mais malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait grand monde en France qui s'y intéresse ou en Europe. Mais on sent bien que ces deux projets, l'Europe est piégée entre deux projets. Quand on voit la manière dont les États-Unis, on entend tout récemment Brzezinski qui recommande aux Américains de s'allier à la Chine. C'est toujours la même chose, c'est toujours ce qu'on appelle le grand jeu, c'est-à-dire le grand jeu qui est un terme qui a été émis en rapport avec l'impérialisme britannique, mais qui consiste à essayer de couper l'Europe de la Russie pour empêcher la formation d'un bloc qui nécessairement serait menaçant pour l'Empire britannique au départ. Et puis maintenant, on a la même stratégie défendue par Brzezinski. Donc voilà, là on a par exemple, on peut identifier deux projets. Ce sont des projets géostratégiques qui existent depuis très longtemps et qui fonctionnent nécessairement dans le secret, puisque les peuples, d'ailleurs Brzezinski lui-même a une citation intéressante dans son livre célèbre Le Grand Échiquier. C'est « La course à la puissance n'est pas un objectif susceptible de mobiliser les passions populaires, sauf dans des situations de menace imminente ou lorsque le bien-être intérieur est en cause. La démocratie exclut toute mobilisation impériale. » Donc, c'est-à-dire que Brzezinski reconnaît que la géostratégie, ça ne mobilise pas les peuples. Les peuples ne s'intéressent pas à la géostratégie, ils veulent vivre tranquilles dans leur coin de terroir. Donc il faut forcément, et la démocratie de ce point de vue-là pose un problème, parce que la démocratie c'est le peuple qui met son nez dans les affaires des élites, quoi. Donc c'est un peu gênant, donc ça oblige à développer des stratégies, créer des menaces, des peurs, etc., des choses pour malgré tout faire avancer les projets géostratégiques à l'insu des peuples. Voilà. Alors, les projets, ce sont les fins, c'est-à-dire les objectifs, et puis on peut s'intéresser aux moyens. Quels sont les moyens qu'ont ces projets ? Et puis je parlerai d'autres projets un peu plus loin. Les moyens de ces projets, je dis projet à défaut d'un meilleur terme, on va dire projet, voilà. C'est une manière de plus parler de complot, d'essayer de voir les choses de manière un peu plus intelligemment. Les moyens, tous les moyens sont bons. Ça, il faut déjà comprendre ça, c'est la base. Tous les moyens sont bons, il n'y a pas de règle du jeu, il n'y a pas de règle. Donc tous les moyens sont bons, absolument. Donc les moyens ont toujours été les mêmes. Depuis qu'il y a des États, par exemple, il y a de l'espionnage, et les moyens, souvent, vont faire donc appel au secret, aux alliances secrètes, à plusieurs niveaux de diplomatie, donc une diplomatie du mensonge, on dit une chose et puis derrière on fait le contraire, etc. Tous ces moyens sont éternels, mais c'est vrai que depuis l'avènement des démocraties,
occidentale et des grands médias, les moyens se sont complexifiés, diversifiés, et donc on a vu apparaître, justement pour berner le peuple, hein, qui réclame son pouvoir électoral, à qui on fait croire qu'il a un pouvoir, donc il aimerait bien l'avoir. Donc il faut berner le peuple, et c'est compliqué, beaucoup plus compliqué qu'au Moyen-Âge, où le peuple, pourvu qu'on le laisse cultiver sa terre, ils ne savaient pas forcément qui était le seigneur ou le roi, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une période de l'histoire où les moyens que ces projets ont mis en œuvre sont très compliqués, hein, et multiples. Alors, les false flags, hein, les attaques sous faux drapeau font partie de l'arsenal classique aujourd'hui. Les faux actes terroristes, c'est le b.a.-ba, on va dire. Si vous ne voulez pas faire ça, votre projet, il n'avancera pas, quoi. C'est évident, hein. Donc, tout le monde le fait. Jusqu'à ce que ça ne marche plus, il faudra trouver autre chose. Mais ça, il faut partir de ce principe-là, hein. Vous avez un projet sur le long terme dans l'histoire, eh ben, donnez-vous les moyens de l'accomplir. Ce sont des projets supranationaux, donc forcément, sont quelque part des projets contre les nations. Hein, nécessairement, tous ces grands complots ou ces projets sont supranationaux, ils sont impériaux, donc, hein, nécessairement impériaux, et donc antinationaux, où ils sont tous toujours des choses qui se font contre les nations. Enfin, encore que la notion de nation mériterait. Voilà. Et puis, évidemment, il y a le problème des médias, hein, qui devient un grand problème. Alors oui, justement, David Ray Griffin, qui est un des spécialistes du 11 septembre depuis très longtemps, a proposé la notion de crime d'État contre la démocratie. Pourquoi ? Pour être plus précis que complot et à complot, non. Il y a crime d'État contre la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, à chaque fois qu'un État ment à son propre peuple, manipule le peuple, voilà, il a construit cette notion justement pour sortir de la notion de complot. Et puis le problème, ce sont les médias aujourd'hui, effectivement. Donc j'entendais un journaliste, John Pilger, que peut-être certains connaissent, qui est un excellent reporter de guerre, qui a fait des très très bonnes choses, y compris sur le Venezuela de Hugo Chavez, qui dit clairement, et plusieurs journalistes ont parlé de complot des médias à l'occasion de la guerre d'Irak en 2003. On peut dire que les médias ont vraiment comploté pour cacher la vérité. Hein, c'est la conclusion, je pense, inattaquable, un constat, hein, qu'on peut faire sur dans certains cas, il y a véritablement une conspiration des médias, conspiration du silence, on pourrait dire, hein, de ne pas donner la parole, par exemple, à ceux qui disaient que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. Là, on peut parler de complot, de conspiration, et de manière objective, hein. Donc, les médias, c'est effectivement un moyen de propagande qui est devenu très, très puissant. Et je pense que voilà, pas mal de gens dans la dissidence réfléchissent sur la guerre psychologique, la manipulation de masse. Tout ça, c'est vraiment une dimension sur lesquelles les gens, les élites qui ont des projets réfléchissent énormément, hein. Pour certains, je pense que ces projets relèvent un peu du jeu, hein. Il faut imaginer qu'il y a des gens très très intelligents qui aiment jouer. C'est pour ça que l'argent, je pense, n'est pas forcément la clé de tous ces projets. Si vous pensez à quelqu'un comme Brzezinski, par exemple, je ne pense pas que Brzezinski soit motivé par l'appât du gain principalement, c'est un joueur. Donc il s'est mis au service du projet américain, il joue, et lui, il a au moins l'honnêteté d'écrire assez clairement dans ses livres. C'est pour ça qu'on peut lui accorder un certain respect de ce point de vue-là. Son livre s'appelle Le Grand Échiquier, hein, parce que ça reflète bien sa vision. Ces gens-là jouent un petit peu c'est un jeu de plateau avec la planète entière. Il y a cette dimension-là. Tout le monde aime jouer. Les gens très intelligents jouent à des jeux très intelligents, très compliqués, qui demandent énormément de réflexion, d'alliance. C'est un jeu d'alliance. On fait des alliances, on trahit. Voilà. Il faut voir que dans ces projets, il n'y a pas nécessairement que l'appât du gain, qu'une volonté c'est une volonté de pouvoir, mais il y a une dimension psychologique sur laquelle on peut essayer de réfléchir. Oui, bon, je vais passer sur certaines choses pour ne pas déborder quand même trop. Alors, deuxième partie.
Si je reprends une remarque de Taguieff, hein, Pierre-André Taguieff, que je vous recommande pas de lire, mais que je me suis donné le mal de lire pour vous, qui est le complotologue de service. Oui, complotologie est une discipline aujourd'hui dans laquelle s'est spécialisé Taguieff. Il va dire quand même des choses, des banalités, mais on peut le citer. L'organisation de complots réels passe souvent par la dénonciation de complots fictifs. Ben oui, c'est ce que tu disais d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que ce terme de complot, c'est un peu comme terroriste. Les résistants, on les dénonce comme terroristes, les dissidents, on les dénonce comme complotistes. Mais non, ce qui veut dire en fait ici, c'est un petit peu autre chose. C'est rappeler que déjà, ce sont souvent au départ les États qui ont dénoncé des complots. Hein, les gouvernements dénoncent des complots de manière à cibler des ennemis. Vous avez comploté contre la nation, ce sont des ennemis de la nation, et c'est une manière de les détruire. Hein. Historiquement, on retrouve ça très souvent. On aurait pu citer l'affaire des Templiers, qui est un bon exemple, mais bon, ça va être un peu loin, c'est un peu complexe. Mais en gros, vous avez Philippe le Bel qui veut se débarrasser des Templiers, qui va les accuser d'avoir comploté. Alors comme c'est un peu loin, on a du mal à y voir clair, mais en gros, voilà, c'est ça. Hein, et finalement, en réalité, c'est Philippe le Bel qui complote contre les Templiers. Donc l'État dénonce des complots au départ. Et les citoyens, éventuellement, vont répondre par une autre théorie, une théorie alternative. Et donc c'est un complotisme contre un autre complotisme, finalement. Hitler dénonçait un complot communiste et juif, judéo-communiste, ou judéo-bolchevique. Bon, imaginaire ou réel, mais en tout cas, en partie imaginaire, puisqu'on admet, globalement, je pense que tout le monde admet qu'il a dénoncé de manière mensongère un complot communiste en 1933, qui aurait été responsable de l'incendie du palais du Reichstag. Bon, cette affaire est peut-être pas complètement, en tout cas je l'ai pas étudiée, je sais pas si elle est complètement élucidée, mais en tout cas on admet assez facilement qu'Hitler dénonce un complot chez un ennemi pour pouvoir agir contre lui. On a eu aussi aux États-Unis, avec le macartisme, la dénonciation d'un complot communiste aux États-Unis. Le macartisme, je vais vous lire une citation de McCarthy, qui était un député américain, donc en 1951, il disait, donc il dénonçait l'infiltration des communistes dans toutes les sphères culturelles ou étatiques des États-Unis, et il parlait vraiment de complot comme un complotiste. Comment pouvons-nous rendre compte de notre situation présente, à moins de croire que des hommes haut placés dans le gouvernement se concertent pour nous entraîner au désastre? Cela doit être le résultat d'un grand complot sur une si grande échelle qu'il écrase toute entreprise analogue antérieure dans l'histoire de l'homme. Un complot d'une noirceur si infâme que lorsqu'il sera finalement dénoncé, ses principes mériteront à jamais la malédiction de tous les honnêtes hommes. D'accord, donc là on a l'État qui dénonce, enfin l'État, McCarthy c'était pas l'État, mais enfin une portion de l'État qui dénonce un complot, alors probablement sincèrement dans le cas de McCarthy, mais il est bon de rappeler ceci, que ce sont d'abord les États qui ont créé la notion de complot pour détruire des ennemis. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation un petit peu analogue, dans laquelle on dénonce un complot islamique, bien que le terme complot est rarement employé. Et oui, parce qu'on ne peut pas l'utiliser à la fois soi et puis accuser ceux qui l'emploient. Donc on parle rarement de complot islamique, mais on sent bien petit à petit que c'est quand même la notion qu'on essaye de transmettre aux gens, qu'il y a une vaste conspiration internationale pour terroriser les peuples, pour créer de la guerre civile et puis éventuellement pour convertir de force le monde entier, mais ça, les gens n'en ont pas tellement peur. C'est plutôt un complot pour semer la terreur dans le monde entier. Donc ça, c'est le discours de notre gouvernement, de nos intellectuels, on va dire, patentés, la dénonciation d'un complot islamique. Je pense que c'est important d'identifier ça. Alors, on a vu récemment Gilles Kepel, qui est un petit peu le spécialiste de ce message.
Et donc on a un complotisme d'État, hein, puisque cette notion de vaste complot islamique, c'est du complotisme d'État, même si le terme complot n'est pas souvent, mais il l'est parfois quand même, employé. Et ce que l'État dénonce comme complotisme n'est en réalité que la lutte contre ce complotisme d'État, la dénonciation de ce complotisme d'État. Hein. Donc on peut renvoyer la balle de cette manière-là. Mais plus qu'un complot contre l'islamisme radical, en réalité, je pense qu'il est important de réaliser qu'il y a un complot contre l'islam. Je pense que c'est ma conclusion en tout cas, c'est ce que je propose comme réflexion un petit peu maintenant là. Quand on entend Manuel Valls dire, après le 13 janvier 2015, oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Donc là, vous avez terrorisme, djihadisme, islamisme radical. Déjà, le terme islamisme radical, on attend, le suffixe c'est islamisme, et après c'est islam. C'est-à-dire que déjà, là, on a un glissement sémantique. On va de terrorisme à islamisme radical. Radical est un terme un petit peu vague. On a beaucoup de déclarations qui sont souvent des manières de jeter le soupçon de manière implicite sur l'islam et pas seulement sur le djihadisme ou l'islamisme radical. Et c'est une stratégie de la communication, je pense, qui a été très très étudiée et qui remonte aux néoconservateurs, parce que les néoconservateurs, si vous voulez, ont inventé deux concepts qui sont un peu des concepts miroirs, mais qui leur permettent justement de jouer sur ce... Il y a la guerre contre le terrorisme, ou la guerre au terrorisme, et il y a le choc des civilisations. Le terrorisme, c'est une chose, c'est violent, c'est sanguinaire. La civilisation, c'est autre chose. D'accord ? Quand on parle de choc des civilisations, on parle clairement d'une lutte entre des civilisations. Et la civilisation qui est visée, c'est la civilisation arabo-musulmane, on va dire, pour être bref, hein, bien que c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, on voit bien de quoi on parle. Donc ce jeu entre ces deux concepts hein, qui se répondent hein, sont une manière de viser l'islam et pas seulement l'islamisme radical. D'accord. Je pourrais multiplier les citations. Je pourrais citer par exemple Benjamin Netanyahou dans son livre de 1980 et quelques. La violence est omniprésente dans la vie politique des pays arabes. Le terrorisme international est l'exportation essentielle du Moyen-Orient. Vous avez aussi chez Samuel Huntington, des déclarations de ce type qui sont destinées à faire croire aux gens que le terrorisme est inhérent à l'islam. Hein, et je pense que beaucoup de gens ont maintenant bien intériorisé cette notion. Le terrorisme est inhérent à l'islam. Donc il n'y a pas seulement une guerre contre... il y a une guerre, d'une certaine manière, vraiment contre la civilisation islamique et contre, je dirais, l'islam civilisationnel. C'est-à-dire que l'islam, non seulement en tant que religion, mais en tant que ferment d'une civilisation. Hein, par le passé, l'islam a été le ferment de plusieurs civilisations extrêmement brillantes. Hein. Je pense qu'on ne le sait pas assez, bien qu'on le sait quand même. Donc, on essaye de détruire, je pense qu'il y a un complot donc, contre l'islam. On essaye de détruire l'islam en tant que ferment civilisationnel, en tant que projet, finalement. Hein. C'est un projet, l'islam aussi, mais c'est un projet civilisationnel, c'est pas simplement... vous voyez. Et on le détruit par l'islamisme radical ou le djihadisme fabriqué pour le discréditer aux yeux des gens, pour le pourrir par tous les moyens. Un bon exemple, une bonne illustration de ça. Alors oui, troisièmement, donc il y a un complot contre l'islam, et troisièmement, ce complot contre l'islam, c'est un complot contre le projet civilisationnel arabe, finalement, et donc c'est aussi un complot contre le nationalisme arabe et le panarabisme. Hein, qui lui aussi est un projet. Hein, le panarabisme, donc c'est des projets qui luttent contre des projets. Tout ça, le panarabisme a été porté par Nasser, par Kadhafi, et puis il vivra encore, il survivra, hein, je pense. Vous savez qu'on a
il y a eu une volonté de la part des sionistes en particulier d'islamiser le nationalisme arabe. Les frères musulmans ont servi à ça, ont servi à islamiser. Je pense que ça c'est un thème que Alain Soral développe assez souvent aussi. C'est-à-dire qu'on a tué le nationalisme arabe qui était laïque, mais qui n'était pas religieux, qui s'appuyait quand même sur l'islam en tant que ferment civilisationnel, en tant que culture. Mais qui était laïque, qui a été islamisé par les frères. Oui. Je crois qu'il y avait beaucoup de chrétiens. Il y avait beaucoup d'arabes chrétiens chez les nationalistes, arabes d'ailleurs. Oui, certainement. Oui. Alors, une bonne illustration de ça, c'est les frères musulmans, parce que les frères musulmans, effectivement, on a l'impression que s'ils n'existaient pas, il faudrait les créer. Et du coup, on se demande dans quelle mesure ils ont été créés. Parce que en 1954, la bonne illustration de ça, vous savez, c'est cette opération Susanna, par laquelle des Égyptiens juifs formés en Israël ont perpétré un certain nombre d'attentats en Égypte, pour faire porter le chapeau aux frères musulmans, de manière à discréditer Nasser et montrer aux Britanniques qui étaient c'était en plein milieu d'une négociation pour le retrait des Britanniques du canal de Suez, pour montrer au monde que Nasser n'était pas capable de contrôler ce pays. Et donc voilà. Donc on a créé, les frères musulmans probablement à l'époque n'étaient pas très puissants, donc tant pis, on va les imiter, on va se déguiser en frères musulmans et on va faire des attentats. Ce qui veut dire clairement que dans ce genre de moyens mis en œuvre pour faire avancer le projet, on imagine bien que ces gens-là, ils diseraient ça serait quand même mieux que les frères musulmans ils fassent ça eux-mêmes. Donc il y a forcément une volonté de favoriser les frères musulmans. Et on sait aussi qu'en Palestine, le mouvement palestinien a été islamisé par le Hamas. Le Hamas a été créé, je pense, je n'ai pas approfondi cette question, mais ça a été dit et je pense qu'il y a des indices importants pour le dire. On a créé le Hamas pour détruire la résistance palestinienne, on va dire nationaliste laïque, de Yasser Arafat. Et tout récemment, on a entendu Frank Gaffney, qui serait, si Ted Cruz était élu, qui serait son conseiller à la sécurité nationale. Lui, il dénonce carrément. Alors lui, il va employer le terme, un complot. Il va faire le rapport avec le macartisme et il dit qu'il faut recréer une commission comme celle qui avait été créée par McCarthy pour traquer les infiltrés du communisme. Parce que les frères musulmans sont infiltrés partout dans l'appareil d'État américain. Donc lui, on a là ici un exemple d'un complotiste d'État qui a besoin, c'est l'ennemi, c'est le meilleur ennemi, les frères musulmans, c'est l'ennemi nécessaire, vous voyez, mais d'une manière, je prends les frères musulmans, mais d'une manière générale, l'islamisme radical, c'est l'ennemi nécessaire, et au service d'un projet qui est un projet qui est en lutte à mort contre le projet, on va dire, d'une civilisation moyen-orientale arabo-musulmane. Voilà. Je vais passer à... Je voudrais faire en tant que médiéviste, parce que je suis médiéviste, même si je ne suis pas historien, mais bon. Donc je vais quand même faire étalage un peu de mes... Non, enfin, je vais simplement j'aime bien le Moyen-Âge, donc je vais faire une comparaison historique. Je peux me permettre une petite remarque? Non, c'est pas à toi de dire si tu es historien ou pas. Ça, c'est un problème de reconnaissance par tes pairs. Voilà. C'est pareil pour un juriste, d'ailleurs. Et là, je rejoins Francis Cousin. Avec son vocabulaire, il sait très bien dire le côté... Enfin, il a des mots beaucoup plus poétiques, mais le côté ridicule de l'universitaire qui s'affiche des petits grades, des petits diplômes, des petits trucs. C'est pas ça qui fait le juriste, par exemple, ou l'historien. Mais c'est simplement le fait que d'autres personnes disent là c'est de l'histoire ou là c'est du droit. Voilà, j'aime bien mettre mon grain de sel. Bon, voilà. On est dans une période de grand bouleversement, et je pense que dans une période de grand bouleversement comme il se passe depuis le 11 septembre, il y a tous les projets qui se mettent en branle. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on ne peut pas, je crois, comprendre les choses par un seul projet, un nouvel ordre mondial, etc. En réalité, il y a des projets multiples qui se mettent en branle et certains se s'allient passagèrement
pour éventuellement se combattre, etc. On le voit bien, hein, si on essaye par exemple de cerner ce que fait la Turquie, on voit bien qu'ils sont ni des valets des Américains, ni des valets de... Ils ont leur propre projet. La Turquie, c'est l'Empire ottoman, c'est forcément, il y a un projet. Hein, Constantinople, c'est le centre du monde. Donc, il y a beaucoup de projets. Il faut essayer de les identifier, il faut essayer de voir ce qui se passe. Et on peut dire que dès le 11 septembre, le lendemain, les jours suivants, le 11 septembre, je pense que beaucoup de gens ont compris. Ah, là, il va se passer quelque chose. Ça va, parce que George Bush l'a annoncé, ça va durer longtemps. Donc c'est quelque chose. Je pense que beaucoup de gens, toutes les élites intelligentes qui travaillent pour faire avancer certains projets ont bien compris que si on veut faire avancer nos billes, il faut s'y mettre. Donc il y a une espèce de mise en branle extraordinaire depuis cette période, et ça va probablement durer quelques siècles. Et il y a une autre période qui ressemble étrangement à celle-là, je vais en parler un petit peu. Mais avant, je vais encore une fois citer mon maître à penser, Pierre-Andier Taguieff, qui dit « Les récits conspirationnistes accusatoires sont structurés selon 4 principes ou règles d'interprétation. 1. Rien n'arrive par accident. 2. Donc là, il décrit la mentalité complotiste qui ne lui plaît pas. Hein. Pour lui, c'est pas... Non. Bon. Enfin, bref, rien n'arrive par accident. 2. Tout ce qui arrive est le résultat d'intentions ou de volontés cachées. 3. Rien n'est tel qu'il paraît être. L'histoire officielle ne peut être qu'une histoire superficielle. 4. Tout est lié ou connecté, mais de façon occulte. 5. Tout doit être minutieusement passé au crible de la critique. Bon, ben moi, je pense que si c'est ça le complotisme, soyons complotistes. Je sais pas, ça tombe sous le sens. Hein, passer les choses au crible de la critique, etc. Donc, il y a effectivement... c'est pour ça qu'en tant qu'historien, il y a d'ailleurs, on pourrait dire, des historiens complotistes. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui osent se nommer comme ça, mais je vais donner un exemple. On va dire de complotisme, entre guillemets, comme démarche historique. D'accord ? Alors, il y a une autre période de grand bouleversement qui est très intéressante d'étudier pour comprendre le monde actuel. Elle ne commence pas le 11 septembre, elle commence un 27 novembre 1095. 27 novembre 1095, non, ça ne dit rien à personne. Donc, c'est en fait le début des croisades. Hein, les croisades. L'appel de Urbain, soi-disant, Urbain II, le pape, aux croisades, première croisade, d'accord ? Donc les croisades, c'est une période extrêmement compliquée. Il faudrait, si vous avez une carte en tête, vous voyez un petit peu qu'on est dans la même dynamique. On est l'Occident qui se rue sur le Moyen-Orient, en Syrie, à Constantinople. Et en Égypte. Hein, il est intéressant de comprendre ce qui s'est passé pendant une période de 2 siècles. Ça n'arrête pas pendant 2 siècles. Alors les croisades, on les comptabilise, le premier de mais en réalité, c'est juste une période de 2 siècles d'agression, enfin de guerre permanente. Parce qu'il n'y a pas eu que 5 expéditions, il y en a eu au moins une vingtaine, mais certaines n'étaient pas appelées officiellement par le pape, donc elles n'ont pas été numérotées comme croisades, mais en réalité, c'est une période complexe dans laquelle on a des acteurs multiples. On a également tous les coups sont permis. On a du complot, du secret, du pacte. On a tous les ingrédients de ce qu'on voit aujourd'hui se dérouler plus ou moins caché sous nos yeux actuellement. Bon, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Ah oui, et il y a quelque chose qui est important aussi dans ce genre de période, c'est que l'enjeu n'est pas seulement de faire avancer le projet et de conquérir, par exemple, du territoire, mais aussi d'écrire l'histoire. Hein. C'est important pour différentes raisons, je pense. Hein. C'est-à-dire il faut gagner, hein, si on considère tout ça comme un jeu. Enfin, j'ai dit que pour beaucoup c'était un jeu, il aurait fallu que j'ajoute que pour certains ce n'est pas un jeu. Il y a aussi quand même les projets religieux, il y a différentes motivations. Mais si on voit ça un petit peu comme un jeu, gagner, c'est aussi imposer sa vision de l'histoire, imposer sa narration. D'accord ? Donc ça, on le retrouve au niveau des croisades. Mais on aurait pu prendre d'autres époques. On aurait pu prendre par exemple la conquête de l'Amérique. Là aussi, on a un énorme mouvement d'intensification de l'histoire. Tout le monde se rue sur ce nouveau continent. Et on voit bien que la propagande marche à plein pot et de manière à produire une histoire qui soit l'histoire des vainqueurs, l'histoire du projet gagnant, et ça donne la mythologie de Christophe Colomb, pour commencer. Hein ? Christophe Colomb, quand même,
de Thanksgiving, les gentils pionniers qui mangent la dinde avec les gentils indiens, de la destinée manifeste des États-Unis. Il y a eu toute une mythologie autour de la destinée manifeste des États-Unis pour permettre aux États-Unis de s'emparer du continent, ou du demi-continent jusqu'au Pacifique. Ça a pris quelques décennies et c'était motivé par une machine de propagande colossale. Et puis au bout du compte, on a la mythologie de la conquête de l'Ouest, le Far West, les cow-boys, tout ça, ça c'est le grand public, ça a été très très intense. Vous vous souvenez, si vous avez mon âge ou plus, ou même moins, de la mythologie du western. Enfin moi, je jouais qu'aux cow-boys et aux Indiens parce que c'était incroyable la puissance effective de cette propagande qui a construit une image de la conquête de l'Ouest qui était évidemment totalement mythologique, qui n'avait rien à voir avec la réalité. Les cow-boys sont des gardiens de vaches, donc par définition. Et donc au Moyen-Âge, on a un petit peu la même chose, parce que nous, on vit avec une mythologie du Moyen-Âge. Le chevalier, alors, le chevalier, c'est pas un peu comme le cow-boy, c'est un mercenaire, c'est un guerrier professionnel. Faut bien comprendre ça. Le chevalier, si on regarde l'histoire, c'est un guerrier professionnel, et très souvent, tout au long du Moyen-Âge, ça a été un mercenaire. Ben oui, on va voir que c'est aussi un djihadiste dans la mesure où ça peut être un fou de Dieu. C'est c'est un guerrier qui a une culture assez superficielle et qui est facilement manipulé par la religion, effectivement. Et oui, justement, on va parler des croisades, dans lequel l'élément manipulatoire de religieux est quand même assez étonnant, assez hallucinant. Pour vous montrer déjà, je vais essayer je vais me chronométrer quand même. Je m'arrêterai un moment. D'accord, parfait. Prenons la 4e croisade. Pour essayer de comprendre ce que je voudrais faire, si vous voulez, c'est essayer de montrer que dans cette période de l'histoire, on a de la conspiration, on peut dire, des false flags, des faux prétextes de guerre, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui. Pour ça, partons de la 4e croisade. Et puis surtout de la propagande, du mensonge, qui produit de l'histoire. Le but, la propagande, c'est de s'inscrire après dans les manuels d'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez dans les manuels d'histoire, vous avez déjà le 11 septembre dans les manuels d'histoire. C'est là, il ne faut pas perdre de temps. Et là, c'est pareil dans les croisades, vous allez voir. Par exemple, si on pense croisade, on pense expédition pour libérer le tombeau de Jésus. Tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre. On pense d'abord à ça, peut-être. Libérer Jérusalem, repousser les musulmans pour sauver le monde chrétien. On pense à ce genre de choses. Mais savez-vous que la 4e croisade, qui a lieu en 1204, aboutit au pire massacre, au plus grand massacre et pillage, et là je mets entre guillemets, c'est un historien que j'ai lu là qui dit cette phrase, au pire massacre et pillage de toute l'histoire. Massacre et pillage de Constantinople. La 4e croisade aboutit à la destruction totale, non pas la destruction totale, le pillage et le massacre à Constantinople, qui est une ville chrétienne, que les croisés étaient censés venir sauver, soulager. On croit que les croisades ont été lancées à l'appel du pape pour répondre à un appel au secours de l'empereur de Constantinople. Ah oui, mais la 4e croisade aboutit à la destruction, vous vérifierez, je ne dis pas n'importe quoi, destruction de Constantinople. Donc là, on commence, déjà si on sait ça, on commence à se dire peut-être que les motivations qu'on nous dit n'étaient pas tout à fait celles que... alors il y a 2 manières de procéder au niveau historique. Alors, destruction de Constantinople, et puis il y a autre chose qui est important de comprendre, de fil en aiguille, assez rapidement, cette destruction de Constantinople, qu'on appelle Byzance, qu'on n'a jamais appelé Byzance, mais aujourd'hui on l'appelle Byzance, a marqué le déclin irrémédiable de Constantinople, qui 2 siècles après a été pris par les Ottomans. Plus de monde chrétien, on va dire, de souveraineté chrétienne au Moyen-Orient depuis. Mais c'est en 1204 qu'a été porté, on ne va pas dire pas le coup de grâce, mais vraiment le choc. Constantinople ne s'en est jamais remis. Mais il y a autre chose aussi. Alors du coup, le monde musulman aussi, qui était très complexe à l'époque, a été profondément bouleversé par les croisades. Et il faut savoir qu'à l'époque de l'apogée de Constantinople, à la fin du XIe siècle, il y avait un équilibre assez
paisible entre l'Empire romain d'Orient, donc Constantinople, et le sultanat fatimide, qui était basé en Égypte, qui était donc un royaume ou un empire, une ère d'influence musulmane chiite, assez tolérante, assez ouverte, très tolérante au niveau de la religion. Il y avait une mosquée, une grande mosquée à Constantinople. Les Fatimides, quand ils ont conquis Jérusalem, ont laissé en place le clergé orthodoxe. Donc les choses se passaient très très bien, bien qu'il y avait des luttes pour s'emparer de territoires de temps en temps. Il y avait un équilibre relatif. Et puis c'est sous la pression des Seljoukides, des Turcs musulmans qui sont venus, enfin on ne sait pas trop s'ils étaient vraiment turcs, qu'il y a un déséquilibre qui s'est fait. Mais bon, la 4e croisade donc a abouti à la destruction de l'Empire romain d'Orient et la destruction du sultanat fatimide, c'est-à-dire chiite, donc du monde musulman chiite qui a pris un coup dont il ne s'est jamais remis. Alors il y a plusieurs théories, il y a plusieurs manières de faire de l'histoire pour comprendre ça. Et il y a 2 théories qu'on trouve, on trouve les 2 théories plus ou moins marquées. Première théorie, c'est le fruit du hasard. Je vais vous lire par exemple, c'est-à-dire qu'est-ce que dit Catherine Croisade ? Ces événements sont la conséquence d'incidents imprévisibles ne remettant pas en cause la bonne foi des croisés. Et on trouve chez les historiens un peu consensuels l'idée que finalement les croisés ne voulaient pas vraiment attaquer Constantinople, mais de fil en aiguille, ils se retrouvaient là, pouf, et puis un peu à contre-cœur, ils ont décidé de piller. Ah non, mais on trouve ça sérieusement. Et puis deuxième théorie complotiste, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'en fait l'objectif premier de la 4e croisade n'était pas du tout comme il avait été annoncé de libérer Jérusalem une nouvelle fois, en passant par l'Égypte, mais l'objectif a été directement de conquérir Constantinople. Alors tout ça était un peu compliqué, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais simplement pour vous montrer quand on étudie l'histoire, même jusqu'au Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'il y a l'histoire consensuelle, mais que c'est un mensonge, c'est un mensonge grossier. Donc la théorie du complot, c'est surtout la théorie du complot vénitien. Je vais juste parler un petit peu de ça parce que ce n'est pas inintéressant, parce que les Vénitiens font partie de ces entités presque supranationales sur lesquelles il y a des théories du complot qui circulent. Et si vous l'avez lu un peu, Lyndon LaRouche, qui est un peu le maître à penser de Cheminade, vous trouvez sur leur site beaucoup de choses sur les Vénitiens. C'est troublant, ça ne me convainc pas entièrement, mais les Vénitiens, c'est quand même... si vous voulez, et puis j'arrêterai sur les croisades pour y revenir éventuellement après, mais je ferai un petit peu une conclusion pour passer à autre chose. Que s'est-il passé ? En fait, les croisés, à l'appel d'Innocent III, qui quelques mois après avoir être élu pape, a appelé à une nouvelle croisade, les croisés se sont réunis, ils ont comment aller là-bas, on a fait appel aux Vénitiens qui étaient des grands constructeurs de bateaux, et donc il y a eu un deal, les Vénitiens ont dit d'accord, on va construire 50 galères, et ça vous coûtera, je ne sais plus, 85 000... j'ai le chiffre là, marques d'argent, c'est-à-dire 3 000 tonnes d'argent, je ne sais plus très bien, mais enfin bref, c'était un deal qui a été fait comme ça, les Vénitiens. Mais les Vénitiens avaient une idée derrière la tête, et donc ils sont arrangés pour mettre les croisés en situation où les croisés n'ont pas pu payer. Ils n'étaient pas assez, il y avait on avait construit trop de bateaux, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut payer. Donc il y a eu un deal qui s'est fait, d'accord, vous les croisés, on va vous faire crédit, vous nous paierez plus tard sur le butin, à condition que vous alliez attaquer la ville de Zara qui est à côté, une ville bulgare chrétienne, mais ce sont nos ennemis. Donc les croisés ont commencé par aller à Zara, ont détruit Zara et pour le livrer aux Vénitiens. Et puis l'hiver arrivait, les crédits manquaient, le contrat avec les Vénitiens était qu'ils allaient les nourrir. Les Vénitiens devaient conduire les croisés sur leurs galères et les nourrir. Il faut aussi le ravitaillement, ça se fait par bateau, ça demande une certaine logistique. Donc c'était la logistique. Les Vénitiens apportaient la logistique. Et puis il y a eu un autre contretemps qui fait que les Vénitiens ont réussi à convaincre les croisés d'aller attaquer Constantinople.
Et donc les croisés sont allés attaquer Constantinople. Alors là, on peut faire la distinction entre les croisés de base qui n'étaient pas très d'accord au départ et puis les élites qui, en réalité, on s'en aperçoit assez facilement, n'avaient qu'une idée en tête, c'était le pillage de Constantinople et l'établissement d'États latins. Bon, j'ai pris l'exemple de la 4e croisade, mais en réalité, on pourrait prendre l'exemple de toutes les croisades, hein, parce que toutes les croisades, c'est pareil, on a aussi 2 théories. Pourquoi les croisades ont-elles abouti à la création d'États latins, c'est-à-dire d'États soumis à Rome, enfin liés à Rome? Ce n'était pas le but. Donc pareil, là, on trouve par exemple chez Thierry Delcourt, qui est un auteur sur les croisades, la première croisade n'avait pas pour but initial la constitution d'États organisés en Terre Sainte, à des milliers de kilomètres et des mois de voyage des royaumes chrétiens d'Occident. Il ne s'agissait à l'origine que de délivrer les lieux saints. Ce n'est qu'au cours de l'expédition, au fur et à mesure des victoires franques, et lorsque les liens avec l'empereur byzantin se sont distendus, que s'est posée la question du devenir des territoires conquis. Donc vous avez soit vous dites tout ça s'est fait un peu par hasard, soit vous êtes un peu plus malin et vous considérez que dès les croisades, on a derrière toute cette mythologie de la chevalerie motivée uniquement par des visions religieuses, on a véritablement déjà un projet, alors que dans lequel sont impliquées les cités italiennes. Là, c'est assez compliqué, mais c'est un peu comme aujourd'hui. C'est pour ça que je disais qu'en ce moment, on a aussi des tas de projets qui se mettent en branle. Et ben, c'est pareil à l'époque. Il y a beaucoup de projets qui se mettent en branle. Et dès qu'une cité italienne, par exemple Venise, s'implique dès la première croisade, eh ben, il y a Gênes, il y a Pise, il y a toutes les autres cités italiennes. Et il y a Rome qui, elle, plutôt, va jouer un rôle un peu particulier en se consolidant son pouvoir religieux, en parvenant à prendre le contrôle de la chevalerie, c'est-à-dire de la junte militaire occidentale, par des moyens de propagande assez subtils, à les convaincre d'aller partir à la conquête du Moyen-Orient pour des motivations plus ou moins religieuses. Donc voilà, la période des croisades, on peut en tirer plusieurs leçons. On a dans cette période d'abord un nombre considérable de pactes secrets. C'est très compliqué parce qu'il y a les croisés qui vont parfois s'allier avec des musulmans contre les Byzantins. Parfois, c'est les Byzantins qui, submergés par les croisés, vont s'allier avec des musulmans contre les croisés. C'est extrêmement compliqué. Donc, on a des alliances mouvantes, un peu comme on le voit aujourd'hui, des projets qui ont besoin de s'allier à d'autres projets pour faire avancer leur vie. Donc, c'est un jeu, vous voyez. On est dans un jeu où on passe des alliances pour... Donc, l'importance des pactes secrets, on va dire, pour pas employer le terme complot, mais c'est un peu la même chose. Deuxième observation qu'on peut faire, c'est l'importance de la propagande, qui finit par devenir la vision historique qui perdure. La première chronique des croisades a été écrite, ça s'appelle la Gesta Francorum, la geste des Francs. On le sait, et les historiens sérieux le disent, c'est une œuvre de propagande, écrite par Bohémond d'Antioche, qui s'était emparé d'Antioche et qui avait besoin de mobiliser. Il est retourné à Rome, en Europe. Il a fait une tournée pour essayer de mobiliser une nouvelle croisade pour consolider son royaume. Et cette œuvre qui est la première chronique des croisades, qui a vraiment été extrêmement influente, toutes les chroniques ultérieures s'en sont inspirées, est une œuvre de propagande, déjà. Donc, vous voyez, on a déjà une situation dans laquelle le plus malin... Dans les projets dans ceux qui font avancer les projets, les plus malins sont ceux qui arrivent à imposer leur narration, leur vision des choses. Troisième observation, c'est qu'on a aussi beaucoup de faux prétextes de guerre, une instrumentalisation du droit international, on pourrait parler, parce qu'il y a un exemple intéressant qui ressemble beaucoup à la Syrie, à la mise en place d'un gouvernement, comment on disait, provisoire ou... Connaissance d'un gouvernement rebelle. Oui. Des insurgés comme... Oui, voilà. Et la délégitimisation du souverain actuel. On a ça, et on observe ça dans les croisades également, puisque pour conquérir Constantinople, les Vénitiens se sont débrouillés pour dénicher un descendant de la dynastie précédente
en le présentant comme l'empereur légitime, celui qui est à Constantinople étant illégitime. Donc on a eu exactement ce type d'opération. D'accord ? On dit l'empereur de Constantinople n'est pas le vrai. Donc nous, croisés, nous allons remettre au pouvoir le vrai empereur. Hein. Donc ça a fonctionné comme ça. C'est comme ça qu'on a convaincu la masse des croisés, c'est-à-dire des soldats, d'accepter de saccager Constantinople. Et ce malheureux empereur qu'on a mis en place, qui était un pantin, on l'a viré au bout d'un an parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'argent. Les croisés, il fallait aussi qu'ils remboursent les Vénitiens entre-temps. Bon, enfin bref. Il a été liquidé quand on n'avait plus besoin de lui. Peut-être, ouais. Je ne sais plus. C'était un Ange, il faisait partie de la dynastie des Anges. Alors on a aussi, enfin... Ouais. On a enfin l'instrumentalisation du religieux qui est très importante aujourd'hui. Hein, le djihadisme, comment créer du chaos par le terrorisme islamique. L'instrumentalisation du religieux a joué un rôle important aux croisades, évidemment. Hein. Bon, pour les minutes qui me restent, je vais passer à autre chose et essayer de parler un petit peu du projet sioniste. Voilà, du projet sioniste. Parce que parmi les projets, il y en a un qui est quand même assez puissant, assez influent, assez efficace. C'est le projet sioniste. Mais comme je le disais, c'est pas le seul. Simplement, il va s'allier avec d'autres projets éventuellement. Le projet sioniste est certainement l'un des projets les plus influents aujourd'hui. Il est directement lié à notre propos puisque, comme vous le savez, l'anticomplotisme gouvernemental a pour but aussi de discréditer, d'interdire l'antisionisme, puisque les amalgames entre le complotisme, l'antisémitisme et l'antisionisme, on voit qu'il y a des gens qui travaillent dessus pour aboutir probablement même à des lois. Hein. Donc ce projet sioniste est tellement puissant qu'il est presque en train de réussir à interdire qu'on le critique, qu'on le nomme. Il y a plusieurs, quand on parle du sionisme, il faudrait peut-être admettre qu'il y a plusieurs formes, il y a plusieurs sionismes, où le sionisme a évolué, et donc l'antisionisme aussi. Hein. On pouvait être, avant 1948, on va dire, antisioniste contre la création d'un État juif. Hein. On peut l'être encore, mais c'est pas l'antisionisme majoritaire. On est antisioniste aujourd'hui quand on proteste contre les violations du droit international par Israël et les territoires occupés. D'accord ? Mais on peut aussi, l'antisionisme actuel est aussi peut-être, va plus loin, parce qu'il combat non plus ce sionisme national, mais il combat ce qu'on pourrait appeler un métasionisme, un métasionisme, on va dire. Hein. C'est-à-dire un sionisme qui est transnational en réalité et qui se manifeste par une capacité d'Israël d'abord une impunité extraordinaire, hein, donc ce qui exaspère les gens par rapport à Israël, hein, c'est ça, c'est l'impunité incroyable d'Israël qui est capable de violer le droit international et de violer toutes les résolutions de l'ONU avec une totale impunité. Ça c'est exaspérant, c'est insupportable. Ce qui insupporte des gens, c'est aussi la capacité, et c'est lié, la capacité d'Israël de s'appuyer sur des soutiens dans tous les pays. Donc c'est une sorte d'organisation à travers un grand nombre de ce qu'on appellera des sayanim, hein, des gens qui ont une loyauté très forte vis-à-vis d'Israël, donc on va dire d'infiltrer des appareils d'État, par exemple. Le sionisme a aussi, comme aspect un peu insupportable, sa capacité à manipuler, je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire, à manipuler la communauté juive. Et moi, je pense, de plus en plus, je m'aperçois qu'il faut bien comprendre que les Juifs, la communauté juive, est manipulée. Et profondément et plus que tout autre. C'est une manipulation qui fonctionne par la peur de l'antisémitisme, on les terrorise.
par un chantage à la loyauté à Israël. On les oblige, enfin on les culpabilise, etc. Donc quand on voit la manière dont la communauté juive est devenue sioniste dans les années 50, 60, 70, on ne peut pas expliquer les choses autrement que par une forme de manipulation très, très puissante. Donc ça, c'est une des forces du projet sioniste, qui n'est pas le projet des Juifs, qui est le projet d'une élite. Les projets ne sont jamais d'autres, ne sont que les projets qui sont animés par des élites. Mais le projet sioniste a cette capacité. Et puis il a d'autres forces, évidemment. Il a une sorte de capacité à muter, ça, puisque le sionisme va jouer sur la religion, la définition du judaïsme comme religion, et puis l'aspect ethnique, tout un tas de choses sur lesquelles les autres projets ne peuvent pas jouer. Mais ce que je voulais dire, c'était que aussi le projet sioniste, à mon avis, est le plus ancien. Parmi tous les projets actuels, j'entends projet au sens de projet géostratégique, sur le très long terme. C'est un projet géostratégique, et c'est le plus ancien, puisque, à mon avis, il est inscrit dans la Bible. Et je sais que beaucoup contesteront ça en disant que non, le sionisme est apparu en dehors du talmudisme, il est apparu dans la Kabbale ou dans le sabbatéisme, ou voire éventuellement il a été créé par les impérialistes britanniques, il y a plusieurs thèses sur l'apparition du sionisme. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Je pense que dans la Bible est sioniste. C'est-à-dire que le projet sioniste, il est écrit noir sur blanc. C'est un projet qui est très ancien, qui est un projet métasioniste. C'est-à-dire c'est pas simplement un projet national, mais c'est un projet suprémaciste. Tu domineras les nations. C'est quand même c'est ça le projet. Tu domineras les nations. Et pour l'illustrer, je voudrais prendre le livre d'Esdras, qui est à mon avis une clé pour comprendre la nature de ce projet. Il faut peut-être préciser que du point de vue des historiens de la religion, des historiens de la Bible actuelle, enfin disons l'école, on va dire montante, admet que la Bible date à peu près de cette période-là, même si elle reprend des choses plus anciennes, la construction de ce qu'on appelle l'idéologie deutéronomique, puisque c'est tout le Pentateuque et les livres des rois et des juges des rois et Samuel. Tout ça, ça baigne dans une idéologie qui a été construite à l'époque d'Esdras, voire après. C'est-à-dire la captivité à Babylone et le retour de Babylone au VIe siècle. Mais en fait, beaucoup datent de bien après. Mais bon, on va dire que c'est le noyau, c'est là que se forme ce projet. Il y a un projet créé par une élite qui est à Babylone, qui se déclare ou se croit probablement les descendants de Judéens, et qui décide de s'emparer, de conquérir ou de reconquérir la Palestine et d'y établir un régime théocratique basé sur la Torah, etc. Bon, voilà. Donc c'est un projet. Et de soumettre les nations, ça aussi, ça fait partie du projet, d'accord ? Alors, Esdras, il y a une leçon intéressante à tirer du livre d'Esdras, c'est que quand Esdras revient en Palestine avec sa Torah, il revient aussi avec une escorte, une armée perse et de l'argent perse. Donc, le sionisme a toujours, et ça, l'exemple d'Esdras, c'est un peu l'exemple fondateur, a toujours besoin d'un empire pour faire. Donc là, on a un exemple d'un projet qui va utiliser ou qui va s'insérer dans un autre projet pour avancer. D'accord ? Donc, les premiers sionistes, si on définit Esdras comme Esdras, Néhémie, etc., les premiers sionistes ont exploité, instrumentalisé l'Empire perse. Alors, dans le livre d'Esdras, ça commence par un édit de l'empereur Cyrus qui mandate donc Esdras pour aller rebâtir le temple et imposer sa loi. Et dans l'édit de Cyrus, qui est un faux évidemment, mais qui peut-être reflète une certaine réalité, l'édit de Cyrus, le roi des rois perses, dit « Quiconque transgressera cet édit, on arrachera de sa maison une poutre, elle sera dressée et il y sera empalé. Quant à sa maison, on en fera pour ce forfait un bourbier. » Donc Esdras revient avec un pouvoir costaud, d'accord, soutenu par l'armée perse. Deuxième leçon d'Esdras, donc ça c'est important pour comprendre le sionisme, comment le sionisme fonctionne, et c'était un peu le thème de mes articles récents, c'est montrer comment le sionisme manipule d'abord l'Empire britannique et le crée d'une certaine manière, puisque Disraeli est le créateur de l'Empire britannique, bon, symboliquement on va dire, mais et aujourd'hui comment le sionisme fonctionne à travers l'instrument, en se s'alliant et en prenant les rênes, on va dire, de l'impérialisme britannique, américain.
à tel point que l'impérialisme américain, qui n'avait aucun intérêt à se rendre haïssable par le monde arabe, est devenu haï de tout le monde arabe. Donc ça, c'était pas la volonté américaine, c'était la manière dont les sionistes ont réussi à détourner le projet américain impérialiste. Et finalement, probablement, à le ruiner à long terme. Deuxième leçon, dans le livre d'Esdras, j'aurais voulu parler un peu de Kennedy, mais bon, on verra. Non, peut-être une autre fois. Ouais, je vais finir. Je vais finir là-dessus. Deuxième leçon d'Esdras, c'est dans ses édits. Quand vous lisez le livre d'Esdras, je vous invite à le faire assez attentivement, vous remarquerez une chose. Enfin, je vous invite à chercher ça. Vous verrez qu'il y a deux dieux. Il y a le Dieu du ciel et il y a le Dieu d'Israël, Yahvé. Et c'est très intéressant de voir que quand les édits, les Perses, il y a 4 édits d'empereurs perses qui sont cités dans le livre d'Esdras. Encore une fois, ils sont probablement faux, mais ça reflète probablement une situation historique que le pouvoir perse a. C'est la déclaration Balfour, on va dire, une sorte de truc dans ce genre-là, quoi. À chaque fois que l'empereur perse dit d'abord Dieu, le Dieu du ciel, m'a inspiré. D'accord ? En gros, je résume, je paraphrase, il dit le Dieu du ciel m'a inspiré de vous autoriser à recréer un temple pour votre Dieu Yahvé. Vous verrez, c'est assez. Alors, on voit que le Dieu Yahvé, le Dieu d'Israël qui réside à Jérusalem, est identifié au Dieu du ciel. Dieu du ciel, expression que les Perses employaient pour désigner Ahura Mazda ou un truc comme ça. Ouais, le Dieu suprême, quoi, le Dieu du ciel. Parce que toutes les religions étaient monothéistes d'une certaine manière. La notion d'un Dieu suprême était évidente, aussi bien en Perse qu'ailleurs. Donc, quand vous lisez le livre d'Esdras, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez clairement que pour Esdras et pour l'auteur du livre, Yahvé est le Dieu d'Israël qui réside à Jérusalem. Mais pour l'Empire perse, il est important que lui, il croit que c'est le Dieu du ciel. Donc vous avez un livre où seuls les rois de Perse s'imaginent que Yahvé est le Dieu du ciel. Et vous voyez assez clairement qu'en réalité, Yahvé, pour les auteurs du livre, c'est le Dieu d'Israël. C'est un Dieu tribal, un Dieu national. Et bon, ça c'est bien connu, mais en gros, si on résume l'imposture colossale de la Bible, de mon point de vue, c'est avoir réussi à faire passer un Dieu national, tribal, guerrier, comme il en existait dans tous les peuples, pour le Dieu du ciel, c'est-à-dire pour le créateur de l'univers. Et tout le sionisme, à mon avis, toute l'imposture du sionisme, à mon avis, repose là-dessus, et sa force également, évidemment. Je vais m'arrêter là, même s'il y a des questions, je parlerai un peu de Kennedy, mais on verra en fonction de... Prochaine fois. D'accord.